Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 42e numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Eh bien, bonsoir Sylvano, Salut Antoine, tu vas bien? super bien. Alors ce soir, nous allons recevoir Ludovic Richet dit Arcana, des mystères du monde. Nous allons aussi recevoir l'éditrice de La Vallée Heureuse, Stéphanie Del Regno, qui viendra nous parler de son dernier livre sur les Dames Blanches. Nous devrions aussi avoir Marc Gray qui va venir nous parler de son dîner OVNI de la semaine prochaine. Voilà. Et puis comme chaque semaine, nous allons commencer avec les news de l'ufologie du groupe UAT, Ufologie and Alien Theory. Quoi de neuf cette semaine? Alors cette semaine, on a discuté de beaucoup de choses, hein. Énormément de sujets sur UAT, surtout la nuit, hein, parce que dans la journée, j'ai pas beaucoup de temps d'être sur UAT. Et on a discuté d'un sujet sympa, mais alors très sympa, c'est les mythes et les légendes, tu vois. On a parlé de fées, de lutins, de dragons, et j'ai posé la question aux membres du UAT s'ils pensaient que c'était une pure invention de l'esprit ou s'il y avait une possibilité que, aux quatre coins de la Terre, on puisse représenter ces mêmes esprits de la nature et de la même façon, quoi. Bien évidemment, la réponse est non. Et j'en ai profité pour présenter un géobiologue très connu, qui est Monsieur Jan Lipnik, hein, qui fait beaucoup maintenant de séances de formation et auprès de magnétiseurs. Plein de magnétiseurs en France ont été formés à ces méthodes. Et j'en ai profité pour mettre une vidéo sur Bugarache, ou sur Bugarache, site éminemment connu de nos amis ufologues. Il y a plein d'esprits de la nature. Donc, lien de cause à effet. Ils sont sur le même plan, hein, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'on les voit ni les uns ni les autres, hein. Et c'est vraiment très intéressant. Ah, est-ce que tu en as profité pour montrer la fameuse photo que l'on a diffusée dans l'interview avec Neil Lutin Bleu, sa photo de dragon de l'eau qui sort de la cascade? Non, non, pas encore. Voilà, on a interviewé Neil, pour tout vous dire, qui est un dragonnier. Donc vous aurez l'émission qui va sortir soit pour le 14 février, pour ceux qui ne seraient pas occupés à être en amoureux, soit pour le 15. Et donc il a pris lui-même une photo d'un dragon énergétique qui sort d'une cascade. Et voilà, regardez la photo. On a vraiment l'impression de voir ce dragon avec la tête qui sort de l'eau vers la gauche et les ailes qui sont un petit peu déployées sous la cascade. Voilà, elle est juste extraordinaire cette photo. On le voit parfaitement bien. Il n'y a même pas besoin de faire preuve d'imagination. Alors, limite, et c'est là-dessus où c'est là toute la difficulté, que ce soit pour les aides de la nature ou pour l'ufologie en général, c'est que si vraiment on ne connaît pas la personne, si voilà, on n'a pas confiance dans la source, quand on voit ça, on se dit c'est du Photoshop. Ouais, c'est du Photoshop, quoi qu'il y a des moyens quand même de déphotoshopper un Photoshop, tu sais, hein. Mais là, c'est pas du tout un Photoshop, hein, je peux te le dire. Non, non, là pour le coup, c'est pas un Photoshop et c'est pour ça que c'en est vraiment très troublant, hein. D'ailleurs, je vous renvoie la petite émission qu'on avait eue avec l'équipe qui avait fait l'exposition sur les aides de la nature et l'eau, où là aussi il y avait une photo de fée. On a l'impression que c'est du Photoshop et pourtant non. Eh oui. Donc voilà, donc ça a discuté dur, aide de la nature cette semaine. Un autre sujet? Oui, euh, j'ai aussi publié une opération en direct, hein, pour enlever un implant. Tu sais que sur UAT, c'est le groupe des abductés, des petits gris et des implantés. Donc, on a dû rendre hommage au docteur Roger Kahler. Donc, c'est un chirurgien qui a eu la mauvaise idée en 1995 d'extraire un implant extraterrestre du pied d'une dame. Alors, pourquoi mauvaise idée? Eh ben, parce qu'à partir de là, la cabale s'est déchaînée contre lui, quoi. On l'accuse encore de tous les maux de la terre, que c'est un escroc, un mythomane, etc.
ce qui lui a valu de très sérieux ennuis de santé, hein, parce qu'il s'est pris ça en pleine poire, assez violemment. Il a eu une crise cardiaque 4 ans plus tard. Et s'en est suivi, il n'y avait pas d'assurance, une faillite personnelle. Et ce qui a été dégueulasse, c'est d'avoir le nombre d'ufologues à l'époque, mais encore aujourd'hui, hein, enfin, ufologues, quand je dis ufologues, qui se auto-proclament ufologues parce qu'ils en ont rien, ufologues, qui ont attaqué cet homme-là, quoi. Alors que franchement, si vous tapez son nom sur YouTube, vous allez avoir beaucoup de séances d'opérations, hein, avec des analyses, parce que ces petits objets, sous la peau, émettent un fort champ magnétique. Alors fort champ magnétique par rapport à la petitesse, hein, de l'implant, mais c'est comme les 10 milligauss. Ça émet des ondes radio en mégahertz et en gigahertz. Et ce qui est dingue, c'est que souvent, des fois, c'est même entouré de nerfs, d'un amas de nerfs qui se forment autour de ces objets. Et c'est une réaction totalement inhabituelle, bien évidemment, du corps humain qui n'a pas l'habitude si vous avez quelque chose dans votre corps, c'est pas des nerfs qui vont se mettre tout autour, vous le savez bien. Et donc, une fois retirés de la peau, ces appareils perdent toute leur énergie, c'est-à-dire qu'ils n'émettent plus de champ électromagnétique, ils n'émettent plus de fréquences, hein, ce qui prouve bien que l'énergie, la prenons nous, hein, comme dans le film, tu sais, Antoine, The Matrix, où on explique que l'homme est bioélectrique, hein, parce que si vous mettez une électrode de la tête aux pieds, vous allez voir que ça bouge un peu, qu'il y a des volts qui passent. Et donc, pour moi, le docteur Lair, et malgré les calomnies, est un chercheur qui a fait beaucoup avancer l'étude des implants physiques. Et donc, voilà, je conseille à tout le monde ces recherches, ces livres. Très peu, je crois qu'il n'y en a qu'un seul, hein, qui a été écrit, qui a été traduit en français. Tous ces autres livres sont restés en américain. Une fois de plus, le retard de l'ufologie française dans le domaine. On va encore me dire, ouais, Sylvain, t'en as pas marre. Et oui, mais c'est hallucinant. Et je relance l'appel à tous les éditeurs français. Moi, je vous aide à faire la promotion de certains livres qui méritent d'être traduits. Il y en a beaucoup. Bon, j'ai eu la chance cette semaine aussi de dialoguer longuement avec Corrado Malonga. Il avait un peu de temps. Et il est OK pour que son livre soit évidemment traduit en français. Donc là maintenant, c'est à moi le boulot de lui trouver un éditeur qui veut bien lui faire le job. Ouais. Moi je dis arrête de lancer des appels comme ça. Lance-toi toi-même. Voilà. Monte ta maison d'édition. Et puis tu verras, il y a plein de livres à traduire. Voilà. Non, je pense que comme dans tout domaine, c'est un métier et qu'il faut bien maîtriser son métier pour pouvoir le faire. Moi, c'est pas du tout ça. Il faut bien commencer par quelque chose. Oui, mais bon, j'ai plus l'âge de commencer par quelque chose, Antoine. Mon pauvre vieux. Ok. Allez, un dernier point peut-être. Bon, oui, parce qu'il y avait une vidéo qui avait été postée par notre ami Chris Esson qui a encore fait un travail extraordinaire. Il a étudié de façon mathématique le voyage interstellaire. Alors, purement tous les boulons, hein, c'est-à-dire on n'est pas dans un objet, un ovni qui traverse les différents plans, mais il s'est rendu compte juste en faisant avec des propulsions, on va dire, classiques et en prenant l'énergie de l'espace, et avec toujours ces tableaux avec les accélérations qui donnent à ces appareils, qu'on peut rejoindre l'étoile Sirius en 15 jours, par exemple. Alors, en 15 jours? Parce que pour moi, dans ma tête, c'est quoi? C'est pas 5 années-lumière ou 7 années-lumière? C'est pas 7 ans, logiquement? Oui, mais alors, c'est là qu'il y a le bas qui blesse. Et là, on revient au film Interstellar. C'est 15 jours pour la personne qui est dans le vaisseau. Ça va pas être 15 jours pour toi. Le problème, il est là. Puisque je rappelle que, par exemple, si on prend juste les satellites GPS, je te rappelle, Antoine, que le temps
de ces satellites GPS n'est pas le même que le temps qui s'écoule sur ta montre. Parce que sinon, il serait déréglé parce que le temps se déroule plus vite pour eux que pour toi, que sur Terre. Donc la première fois que les physiciens quantiques avaient expliqué ça aux militaires, parce que c'est évidemment les premières applications militaires de ces GPS, bah, les militaires n'y ont pas cru. Et évidemment, il y avait un dérèglement assez substantiel entre les deux. Donc après, ils ont cru les physiciens et ils ont mis ce correctif. Donc le vaisseau, lui, toi, physiquement, tu passerais que 15 jours avec un vaisseau qui accélère à 500 G pour pouvoir atteindre Sirius. Mais sur Terre, ben, il y a quelques années qui vont se passer. Parce que du coup, ouais, mais du coup, 15 jours, allez, encore la question classique, pourquoi est-ce qu'on n'a envoyé personne? Voilà, donc après, c'est rigolo, parce que on en revient à penser, tu sais, quand on parle de voyageurs temporels, quand on voit des gens, bah imagine, allez, tu vois, ce type de vaisseau existe. Hop, tu vas te faire une balade. Et cette balade-là, tu vas voir Sirius, tu vas voir une autre étoile, tu vas là. Enfin bref, pour toi, tu passes 1 an. Bah, sur Terre, il sera passé, je sais pas combien d'années, 150, 200 ans. Ouais, tu t'imagines ce genre de vaisseau? Là, il y a des élections, ça te plaît pas, pouf, tu pars sur Sirius, tu reviens, ça y est, c'est un autre nouveau gouvernement. C'est génial. C'est fantastique, non? Ouais. Hein. Et donc en même temps, on avait aussi passé une petite vidéo de notre ami aussi Denis Dorion, qui lui a expliqué le voyage dans l'espace tel qu'il le voit lui dans ses voyages astro, et donc de ces ovnis qui sont organiques en même temps que presque très peu métalliques, mais plus organiques que métalliques, et ce qu'on appelle maintenant des ovnis fait avec la conscience des personnes qui les managent. Donc, il parle de ces boules lumineuses que l'on voit souvent, qui est le phénomène ovni le plus souvent vu. Donc, c'est très intéressant de comparer ces deux points de vue. Les deux existent, hein, même s'il y en a d'autres qui pensent que c'est juste des ovnis sont juste des apparitions démoniaques. Je peux leur dire qu'il y a bien plus encore de possibilités d'ovnis et que le panel est vaste. Voilà. Ok. Bon, eh bien, écoute, merci pour ces nouvelles infos de la semaine. Donc, moi, ce que je tenais à rappeler, c'est que Roxa Uker a sorti logiquement, parce qu'on enregistrera le jeudi, donc logiquement ce week-end, sa nouvelle vidéo. Donc, je pense que vous l'avez déjà regardée. Je vous rappelle que si vous avez des questions sur cette vidéo, vous pouvez les envoyer à faq.miasmetv@gmail.com et d'ici 2-3 semaines, nous enregistrerons une nouvelle émission avec Rock pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc ça signifie un prochain Monde selon Rock dans un peu moins d'un mois. Voilà. Et avec grand plaisir. Ok, eh bien écoute, ce que je te propose, Sylvano, c'est d'accueillir Stéphanie Del Regno. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Alors Stéphanie, ça nous fait plaisir de te recevoir parce que tu es donc l'éditrice de la maison d'édition La Vallée Heureuse. D'ailleurs, on a reçu, c'était Franck Morin, c'est ça, qui est publié chez toi. Oui, oui, exactement. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce que je t'ai demandé de venir? C'est parce que eh bien, tu sors la semaine prochaine un livre sur un sujet qui intéresse tout le monde. Hein. C'est sur les Dames Blanches et ça s'appelle tout simplement le livre des Dames Blanches que voici. Alors, pourquoi avoir choisi ce sujet? C'est un sujet qui me tenait beaucoup à cœur et j'ai toujours aimé les histoires de fantômes. Et comme tout le monde, quand j'étais ado, j'avais peur de la Dame Blanche. Et puis, il y avait beaucoup de personnes autour de moi qui en parlaient. Et au fur et à mesure, quand même, je me suis dit qu'il faudrait un petit peu enquêter, en savoir un peu plus sur cette fameuse Dame Blanche.
Et au fur et à mesure de mes recherches, j'ai sorti ce livre et j'ai découvert énormément de dames blanches, en fait. Il n'y en a pas qu'une. Qu'est-ce que c'est qu'une dame blanche? Alors, il y a plusieurs définitions. À la base, la dame blanche, c'est un fantôme. Voilà, c'est le terme générique. Mais il y a plusieurs dames blanches. Il y a celle que tout le monde connaît, donc l'autostoppeuse. Donc, c'est la dame blanche évanescente. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la dame blanche qui hante les châteaux. Il y a les messagères. Alors pourquoi il y a des messagères, des lavandières, des autostoppeuses? Alors, tout ça, c'est parti du folklore. La légende de la Dame Blanche tire ses racines du cycle arthurien et de la fée Mélusine. Et ensuite, le folklore régional a puisé dans toutes ces histoires un petit peu le mythe de la Dame Blanche, plus après des témoignages de personnes ayant croisé des dames blanches, soit sur le bord de la route, soit dans des forêts, parce qu'elles sont aussi dans les forêts, ou dans des châteaux. Voilà, donc tout ça un petit peu a nourri la légende de la Dame Blanche. Et voilà, la Dame Blanche est vraiment ancrée dans le folklore chez nous, dans nos régions. Et voilà, moi, ça m'intéressait vraiment de consacrer un livre entièrement dédié aux Dames Blanches, parce que les livres qui existent sur les fantômes en parlent un petit peu, mais il y a énormément à dire dessus. Donc, est-ce que tu as fait uniquement des recherches universitaires pour approfondir le sujet, ou bien est-ce que tu as eu la chance de pouvoir interroger des témoins directs qui ont eu une expérience de Dame Blanche? Alors, des gens qui ont des expériences de Dame Blanche, oui, on en connaît. J'ai eu l'occasion de partager, d'échanger un petit peu avec elles. Et après, pour donner un petit peu du crédit à tout ça, j'ai fait énormément de recherches. Voilà, c'est un petit peu aussi mon job. Dans tous les livres que j'écris, je fouille. Je fouille et je fais vraiment un travail d'enquête et d'investigation. Et alors, ces dames blanches, au final, c'est quoi? C'est gentil, c'est méchant? Alors, ça dépend. Ça dépend. Il y en a des sympas, il y en a d'autres moins sympas. Les dames blanches, en général, les autostoppeuses évanescentes, il y en a, si on n'accepte pas de les prendre à bord du véhicule, il faut prendre garde. Il y en a d'autres, celles qu'on prend à bord du véhicule, elles ne nous veulent pas de mal. En fait, elles nous signalent un danger. Donc, elles sont vraiment là, elles sont protectrices. Ensuite, les dames blanches qui hantent les châteaux, il y en a beaucoup en fait qui ne nous voient pas. Donc elles sont là, elles errent dans les pièces du château, en haut des donjons, et elles n'ont pas du tout conscience qu'elles sont encore dans le monde matériel. Et après, donc il y a les lavandières, elles par contre, elles ne sont pas sympas du tout, parce que elles se regroupent donc la nuit pour laver leur linge. Et si nous on passe par là, il faut faire très attention parce qu'elles nous demandent de les aider à nettoyer le linge et à les saurer. Et si on refuse, on peut se retrouver noyé dans le marais à côté. Dans ton enquête, du coup, est-ce que tu as pu remonter un petit peu dans le temps? Quelles sont les premières apparitions de Dame Blanche qui ont été consignées, on va dire? Est-ce que c'est un mythe moderne? Est-ce que c'est un mythe récent? Ou est-ce que dans l'Antiquité, il y avait déjà ces notions de Dame Blanche? Alors moi, j'ai pu remonter au Moyen-Âge. Après, dans l'Antiquité, je pense que oui, il y avait déjà des manifestations, parce que les fantômes, ça date pas d'aujourd'hui. Mais en tout cas, au Moyen-Âge, il y a eu énormément d'écrits sur des manifestations comme ça. C'est pas du tout un mythe contemporain. L'autostoppeuse évanescente, oui, c'est une légende urbaine parce que les automobiles n'existaient pas au Moyen-Âge ni à l'Antiquité. Mais il faut savoir qu'avant l'avènement de l'automobile, il y avait déjà des témoignages de manifestations de dames blanches avec les gens qui passaient en calèche. On doit les prendre en autostop, hein. Comment ça se passe, ça? Comment? Alors, donc, le principe, c'est qu'on voit une dame blanche sur le bord de la route, elle fait du stop, enfin, on la prend à bord du véhicule. Il y en a qui parlent, il y en a qui ne parlent pas. Et après, donc, le but pour elles, c'est de nous signaler un danger. En général, elles se mettent à hurler quelques mètres avant le virage pour prévenir d'un danger et elles s'évaporent. Voilà, c'est vraiment, elles s'évaporent. Personne ne les voit sortir de la voiture ne s'arrête même pas. Et voilà, donc c'est vraiment ce phénomène, cette caractéristique
Et quand elles rentrent dans la voiture, elles ouvrent la portière ou elles apparaissent dans la voiture? Oui, parce que le conducteur arrête sa voiture et donc on la fait monter à bord. Donc on ouvre la portière. D'accord. Mais après, au moment où elle s'en va, personne ne lui a ouvert la portière, la voiture ne s'est pas arrêtée et elle s'est évaporée. Donc il y a beaucoup de témoignages comme ça, et il faut savoir qu'il y en a qui sont quand même assez pris au sérieux par la police et la gendarmerie qui mènent leur enquête, qui souvent n'aboutissent pas parce qu'on manque de preuves, évidemment. On n'a que la bonne foi des témoignages des personnes qui ont pris l'autostoppeuse dans leur véhicule. Voilà, donc on a un témoignage de 4 jeunes Montpelliérains en 1981 à Palavas qui rentraient sur Montpellier et qui, dans la nuit, en fait, ont pris une autostoppeuse à bord et quelques mètres avant un virage, elle s'est mise à hurler et elle s'est évaporée. Donc là, il y a eu une enquête de gendarmerie, mais qui n'a pas pu aboutir faute de preuves, parce qu'après, cette dame, on ne l'a jamais retrouvée. Par contre, à l'exception des autres cas de dames blanches, en général, les dames blanches sont plutôt jeunes, habillées de blanc, enfin, une robe blanche vaporeuse. Cette dame de Palavas-les-Flots avait a priori une 50aine d'années et puis portait un foulard blanc et un imperméable blanc. Voilà. Mais on aurait pu croire que c'était quelqu'un en chair et en os, mais le fait est que dans la voiture, quand elle a hurlé, elle s'est évaporée. Vraiment, c'était un fantôme. Alors, pour revenir à ton enquête à toi, est-ce que toi, du coup, ça t'a fait changer de point de vue, ou est-ce que ça t'a conforté ton point de vue sur la réalité de la Dame Blanche? Pour moi, la question c'était est-il possible qu'une Dame Blanche, qu'un fantôme se matérialise, se manifeste comme ça devant nous? Et j'ai trouvé vraiment des éléments de réponse très intéressants et j'ai commencé à travailler sur Einstein, sur Max Planck et donc j'ai pas mal baigné dans la physique quantique. Après, je suis partie dans la conscience où il y a pas mal d'études qui sont faites au niveau des NDE où les gens reviennent avec des témoignages extraordinaires, notamment le cas de la Dame Blanche de Worsteed en Angleterre en 1975 avec Diane et Peter Berthelot qui visitaient une église et qui venaient surtout demander guérison parce que Diane était assez malade et elle était assise sur un banc en train de prier et son mari la prend en photo. Donc c'était dans le cadre de vacances parce qu'ils n'étaient pas du tout anglais et quand ils rentrent chez eux qu'ils font développer les photos, donc il y a cette photo de Diane en train de prier sur le banc et on voit une forme blanche derrière elle avec un bonnet. Donc ils sont retournés dans cette église, ils sont allés rencontrer le curé, ils lui ont montré la photo, ils lui ont demandé que c'était cette forme blanche. Et le curé qui leur a répondu, mais c'est la Dame Blanche guérisseuse de l'église. Voilà, donc on a un cas exceptionnel qui s'est déroulé en 1960 à Château-Bernard dans l'Isère, où le conducteur a pris donc cette dame blanche évanescente dans sa voiture, une jolie jeune femme toute habillée de blanc et toute mystérieuse. Voilà, il a trouvé vraiment à son goût, donc il s'est montré un petit peu entreprenant. Il a commencé à poser sa main sur sa cuisse et donc elle a hurlé, elle s'est évaporée, mais il a pu la toucher. Voilà, il a pu la toucher et il a senti qu'elle était froide. Voilà, il a touché sa peau froide. D'accord, oui. Donc c'est le seul cas de contact physique que recensé. Voilà. Ok. Donc, écoute, en tout cas, voilà, ton enquête est juste passionnante. Ton livre est agrémenté de très nombreuses photos. Voilà, c'est aussi ce qui est agréable, ça permet de visualiser les sujets que tu abordes. Il sort donc la semaine prochaine, c'est ça, au prix public de 17,50 €? Voilà, il sort lundi à ce prix-là, oui. Et on peut le trouver n'importe où? N'importe où, dans toutes les librairies. Dans toutes les librairies, impeccable. Ouais, écoute Stéphanie, nous on a été vraiment très contents que tu viennes aborder ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui, il me semble, n'est pas souvent abordé, même si c'est très connu. Ça part, en tout cas, il n'y a pas eu réellement d'investigation
sur le sujet d'investigation sérieuse depuis très longtemps. Maintenant que tu viens de faire ce joli bébé, est-ce que tu es déjà en préparation? Est-ce que tu as déjà en tête un nouveau sujet? Parce que je rappelle que ton livre précédent, c'était sur l'Ève maudite, hein, c'est ça? C'était sur Lilith, voilà, la première Ève dans la tradition judaïque. Voilà. Donc déjà une idée pour le prochain? Alors là, je fais une petite pause dans les livres documentaires et je me lance dans un roman ésotérique. Stéphanie, mais voilà, mais dès que tu voudras en dire un peu plus sur ton prochain livre, ça sera ton premier roman ésotérique, du coup. Voilà, tu n'hésites pas, tu repasses pour nous en parler. En tout cas, nous, on a hâte de savoir de quoi ça parle. Je te remercie d'être passé, et puis on te dit à très bientôt. Avec plaisir, merci de votre invitation. À bientôt. À bientôt. Oh, le Ludo. Bonjour Antoine, bonjour Sylvano. Et coucou. Bah, c'est Vous allez bien? Bah ouais, super, et toi? Bon, super, ça va. Alors, écoute, Ludovic, merci de revenir sur Miasme TV. Ça faisait, alors c'est vrai pas très longtemps parce que tu étais passé avec Valerio un petit peu sur le grill pour savoir quel était ton univers. Et moi, si je t'ai demandé de venir cette semaine, c'est parce que jeudi prochain, tu vas lancer ta première table ronde en direct avec du public. Voilà, explique-nous le concept. Exactement. Alors oui, jeudi prochain, donc la première émission en live des tables rondes. Donc le concept, d'habitude je fais mes émissions tout seul où je parle d'un sujet toute une soirée et je réponds aux questions des auditeurs. Et en fait, je trouve ça intéressant de pouvoir inviter le public à venir participer avec moi. Parce que bon, il y a certaines personnes qui animent des web TV, de la radio, qui écrivent des articles ou des bouquins, mais beaucoup de gens ne parlent pas. Et moi, j'ai envie qu'ils viennent discuter avec moi des sujets qui les passionnent, qu'ils puissent émettre leurs opinions diverses et variées. Le credo de ma chaîne, de toute façon, c'est on n'est pas d'accord, c'est pas grave, mais au moins on peut parler de tout en liberté, on échange, c'est constructif et on peut apprendre des choses tous ensemble. Alors en fait, voilà, donc j'ouvre la porte à tous mes auditeurs, puis à toute personne en fait qui a envie de venir sur l'émission. Bien évidemment, je ne peux pas prendre tout le monde en même temps, alors je limite à 3 personnes, tirées au sort. Donc c'est complètement au hasard. C'est pas basé sur beaucoup de gens me disent parfois ah oui mais moi je connais pas trop bien ce sujet, voilà j'aimerais bien ci ou ça. Ben non c'est pas grave parce que même si on ne connaît pas très très bien un sujet, on a un avis, une opinion ou une interrogation et ça va être intéressant en fait par rapport donc au sujet que je présenterai. Je donne mon avis, les autres personnes vont faire de même. On répondra aux questions des auditeurs, chacun notre tour, et ça nous permettra d'avoir un petit débat un peu constructif, un échange de points de vue intelligent, on va dire un petit peu. Du coup, la première émission jeudi, j'ai pris des thèmes en plus un petit peu sensibles. Tout d'abord, on va parler de la théorie de la civilisation antédiluvienne. Donc, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Quels sont les éléments qui vont dans ce sens? Quels sont ceux qui s'opposent? Où en est la science? Où en sont les recherches? Et qu'est-ce qu'on peut émettre comme hypothèse? On va parler aussi de la théorie des anciens astronautes, donc toujours en rapport avec l'archéologie, bien évidemment. Donc tout à fait la même chose. Est-ce qu'on n'y croit pas? Est-ce qu'on y croit? Quelles sont les preuves, les éléments, les recherches, les auteurs également? Parce qu'on a peut-être des échanges littéraires. Par exemple, toi, Sylvano, je sais que tu animes un groupe d'ufologie et de plusieurs théories. Et ça va être intéressant parce que j'ai sûrement des auditeurs qui connaissent ton groupe, qui partagent, certains qui sont pas d'accord, et on va pouvoir en débattre. On va parler aussi de la Terre plate. Alors, un sujet que je n'adhère absolument pas, mais ce n'est pas parce que j'y adhère pas qu'on n'a pas le droit d'en parler. Alors, on va échanger sur le sujet, voir les éléments qui tendent à prouver que ça a une crédibilité, les autres éléments qui cassent l'idée, bien sûr. Et on va aussi parler de la même occasion, bien sûr, de la Terre creuse. Terre plate, Terre creuse et tous les dérivés, en fait, toutes les visions de la réalité de notre monde connu, on va dire. Donc, on va parler de ces sujets et on va finir avec un de mes préférés, le ressentisme. Donc, pareil, dans le même esprit, qu'est-ce que le ressentisme? Quelles sont les différentes variantes du ressentisme? Parce qu'il en existe beaucoup en réalité. Il y a les ressentismes extrêmes qui effacent tout, les ressentismes du Moyen-Âge seulement, ceux qui effacent seulement quelques dates. Donc, on va voir un petit peu démêler tous ces fils un peu complexes, tous ensemble. Donc après, bien évidemment, je tournerai, c'est-à-dire que ça sera pas toujours les mêmes personnes à chaque émission, une par mois. Mais voilà, à chaque fois, j'inviterai de nouvelles personnes afin d'échanger avec eux. C'est génial, c'est une extraordinaire idée.
Moi, c'est pour donner la parole à tout le monde un petit peu, parce que certains ont envie de s'exprimer. En fait, ça va un petit peu en parallèle d'une autre chose que j'ai mis en place pour les gens mes tipeurs, ceux qui me soutiennent comme en participatif financier sur ma chaîne. Tous les mois, maintenant, ils ont une accès à une émission privée, un appel visio avec moi, et on fait la même chose en fait. Donc là, c'est un peu plus ouvert à tous sur la chaîne. Donc voilà, tout simplement. Donner la parole à tous et échanger surtout. Alors tu sais, est-ce que tu sais quelle est la théorie de la Terre qui est plate et qui est creuse à la fois? C'est la théorie de la planète Donuts. De la planète Donuts. Je connaissais pas du tout. La Terre plate, il existe la Terre plate, la Terre légèrement concave, la Terre ronde mais plus grosse. Enfin, Rock Soccer fait du boulot sur ses recherches, c'est intéressant notamment. Et c'est vrai que autant je n'adhère pas à la théorie de la Terre plate, que j'adhère, disons, je reste ouvert d'esprit sur le fait que notre monde n'est pas forcément comme il paraît. Voilà. Du coup, ça laisse toutes les spéculations possibles. Ça, c'est sûr. Et puis, même pour la Terre plate, hein, même si je suis pas défenseur, hein, les gens ont des arguments. Encore une fois. C'est ce que j'arrête pas de dire. Arrêtez de défendre pour des cons. Et du coup, c'est intéressant. Les arguments, allez les démonter, quoi. Parce qu'il y en a, même moi, je les démonte pas. Hein. Ouais, c'est exactement ça. J'ai exactement le même problème que toi. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que je ne veux pas prendre un sujet quel qu'il soit à la rigolade. C'est-à-dire que une personne vient avec une idée, elle est convaincue, elle a des éléments, elle a bossé, on l'écoute, elle a le droit de donner son avis, d'échanger. Et j'ai pas envie de mettre de barrières aussi bien idéologiques que sociales sur n'importe quel sujet. On peut parler de tout. C'est vraiment le credo de la chaîne, quoi. C'est super. Si tu arrives à maintenir une bonne ambiance, c'est pas que les gens s'insultent. Bah, c'est l'idée en fait, mais mon public est un petit peu dans cette vision et en plus je fais un petit brief bien évidemment avant l'émission avec les personnes et voilà, l'idée c'est qu'on s'écoute en bonne entente et si ça se passe mal, bah les personnes reviendront plus tout simplement. Voilà, tant qu'on reste poli et courtois, bah tout va bien, c'est l'idée. On s'insulte pas. On évite aussi d'insulter les autres, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui insultent d'autres animateurs de web radio ou autres, et c'est pas l'idée, quoi. Les gens font leur boulot. Je vois de qui tu parles. Ouais, c'est ça. Voilà, tu as un bouton exclure hein, sur la vignette. Ouais, je vais être obligé de mettre des modérateurs. J'ai eu mes premiers trolls en direct la dernière fois. Waouh. C'est vrai. Ok, donc ça se passe dès jeudi, alors ça sera jeudi 16, hein, c'est ça, à 21h, voilà. La durée de l'émission, environ 2h30, 3h, hein, suivant comment on avance dans l'émission, quoi. Très bien. Bon, et puis, alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui te verraient pour la première fois sur Miasme TV, donc tu es le responsable de la chaîne qui s'appelle Les Mystères du Monde. Et c'est une chaîne qui est à caractère historique, général, c'est-à-dire où tu essayes d'aborder des points historiques et d'aller un petit peu voir ce qui se passe derrière, voilà, gratter un petit peu la petite bête, sans pour autant tomber dans les travers, parfois un peu trop extrêmes. Exactement. En fait, voilà, je suis le patron de toute mon équipe composée de moi-même. C'est déjà pas mal. Et ouais, on parle histoire, archéologie, mythologie, tout en liant ces sujets. Parce que je pense qu'on peut avoir une réelle recherche archéologique que si on y inclut la connaissance mythologique pour décortiquer un petit peu l'histoire. Du coup, c'est des sujets qui se mélangent naturellement. Et voilà, il n'y a pas de sujet fermé sur mon émission. Je touche aussi les sciences occultes, alchimie et autres. Mais toujours... c'est pas qu'on parle pas de théories extravagantes, c'est qu'on essaie de les rendre un peu crédibles. C'est-à-dire que je ne veux pas tomber dans le schéma. Quelqu'un m'apporte une théorie, c'est génial, machin a dit ça, mais machin c'est qui, c'est quoi ses sources, d'où ça vient, quel est le texte, est-ce qu'on peut recouper l'information avec d'autres sources? L'idée de tous mes thèmes, c'est ça. S'il y a un élément historique, archéologique ou mythologique, est-ce que je peux recouper ces éléments avec deux autres sources? Moi, il me faut toujours 3 sources au minimum pour attester une vision des choses. Ouais, ça me permet de ne pas tomber dans le piège facile, on va dire. Et du coup, est-ce que tu considères que depuis le début de la chaîne, que tu as monté, donc ça fait 1 an là maintenant, à peu près, est-ce que tu considères que tu as évolué sur un certain nombre de choses en termes de vision, de compréhension, et qu'il y a des émissions que tu as peut-être fait au début que tu ne referais plus pareil?
C'est exactement pareil. Tu es le premier, c'est exactement ça. Tu es le premier à me le demander. Tu fais parfaitement bien. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la connaissance absolue. Je ne suis qu'un chercheur parmi beaucoup d'autres qui partagent ma recherche avec d'autres. De ce fait, ce que j'ai dit il y a un an n'est pas forcément vrai aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je suis contre tout ce que j'ai fait. C'est simplement que je suis en perpétuelle évolution. Ma dernière vidéo en date sur les mégalithes, la civilisation mégalithique, 3 jours plus tard, il y a des éléments que j'aurais inclus dans ma vidéo si j'avais fait les recherches. Donc c'est une perpétuelle évolution, un peu comme un roman, entre le début et la fin, on va découvrir tout un tas de choses. Et donc ma quête continue et évolue, et donc les idées ne sont pas figées. C'est ce que je reproche à l'archéologie d'être figée, ce n'est pas pour appliquer ce même défaut, on va dire. Il n'y a pas que l'archéologie. Hein. Oui, c'est tout domaine, les sciences, la médecine, tout domaine subit un petit peu ce problème. C'est ce que je disais, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où nous avons des savants éminemment compétents sur un domaine extrêmement précis. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir une connaissance un peu élargie pour avoir une vue d'ensemble. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie du lampadaire. Vous connaissez peut-être cette allégorie ? Non. Ben, je vous la raconte rapidement. Donc il fait nuit, il y a une rue, il fait une nuit noire, il y a un lampadaire et il y a un homme, il n'y a qu'un seul lampadaire, hein. Il y a un homme qui est en train de regarder par terre et de chercher quelque chose. Un passant passe, il lui dit « Qu'est-ce que vous cherchez ?»« Ben, j'ai perdu mes clés, je les cherche. »« Vous les avez perdues ici ?»« Non, mais il n'y a qu'ici qu'on voit. » Et ça illustre parfaitement la science. Elle ne regarde que là où elle voit. Voilà. Donc on va essayer de prendre une lampe torche et regarder un peu plus loin, quoi. Mais en plus, l'histoire, elle est... Quand tu étudies l'histoire, ça a toujours été comme ça, quoi. On a toujours été sûr de tout savoir à un moment donné. Et puis maintenant, avec les médias, plus les lobbies, ils édictent ça en dogme. Alors il n'y a plus l'inquisition, te brûle plus au brûcher, mais presque, quoi. Hein. Ouais, c'est-à-dire que t'es un hérétique si tu penses pas comme eux, quoi. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que au niveau de la science, quelle qu'elle soit, hein, molle ou dure, ce n'est pas un consensus global qui fait avancer le monde, c'est souvent un individu comme Newton, comme De Vinci et autres. Et on s'aperçoit que ces hommes ont été boycottés de leur vivant, et c'est seulement 2 générations plus tard que c'est devenu une normalité. Je prends l'exemple d'Albert Einstein. Albert Einstein, de son vivant, ça s'est pas toujours bien passé. Aujourd'hui, c'est une référence, mais de son vivant, il a été éminemment critiqué par les autres scientifiques. Et puis t'en as d'autres par exemple comme Tesla, qui ne sont toujours pas une référence au niveau... ne serait-ce que dans les manuels scolaires, quoi. Notamment parce que l'affaire de Tesla est dérangeante, c'est-à-dire que Tesla était un éminent scientifique d'une compétence reconnue, pourrait-on dire. Même aujourd'hui, on le reconnaît quand même. Le problème, c'est qu'il a travaillé sur des dossiers tellement sensibles aujourd'hui que si on déballe le dossier Tesla, on va déballer tout un tas de choses qui seront très compliquées sur beaucoup de domaines. À expliquer, surtout l'énergie. Exactement, à expliquer, oui, l'énergie libre par exemple, et beaucoup de choses, même dans le domaine de l'armement par exemple. Enfin, après, je suis pas un expert, je suis pas un scientifique moi-même, mais en tant que curieux, je m'interroge et voilà. C'est clair. Ben, j'ai hâte d'assister à cette émission. Ben, ce sera avec grand plaisir. Alors, puisqu'on est sur la semaine prochaine, autant en profiter. Le samedi 18 février, quel sera le thème de ton émission ? Alors, le samedi 18, donc samedi 18, ça sera une vidéo sur la mythologie, la présentation de la mythologie des Berbères Amazigh, le peuple libre d'Afrique du Nord. Donc, mythologie très peu connue, très peu connue, parce que le pays a été converti à l'islam depuis très longtemps. Et l'islam, tout comme le catholicisme en Europe, a une volonté d'éradication des mythes païens. Ils ont vécu la même chose que les Celtes, et c'est une mythologie que j'ai découvert en travaillant dessus, que je trouve absolument fascinante, et j'ai trouvé des connexions avec la mythologie égyptienne et grecque dont je n'aurais jamais soupçonné l'existence. C'est une des mythologies les plus captivantes qu'il m'ait été donné de voir, et ça m'attriste en fait, pour avoir étudié ce peuple, de me rendre compte que dans les pays du Maghreb, du nord de l'Afrique, la plupart des gens sont d'origine berbère en réalité, et qu'ils ont, avec les invasions de l'an 600-700, ils ont perdu leurs racines et c'est vraiment dommage. Et toute leur quête d'identité actuelle est un peu impactée par cette perte de repères. Les langues berbères sont souvent interdites dans ces pays et on fait tout pour interdire d'anciennes coutumes païennes qui existent encore. Ah oui, effectivement, c'est un sujet. L'exemple des hommes bleus du désert, les Touaregs par exemple, société matriarcale absolument fascinante. Les Touaregs, c'est une société matriarcale ? Exactement, société totalement matriarcale et qui sont pourtant musulmans. D'accord, surprenant. Alors je l'ai découvert il y a 2 jours. Hein.
Ok, bah écoute, voilà, on pourra au moins le ressortir lors d'une soirée, ça. Euh, Ludovic, je pense que voilà, on a fait le tour pour cette semaine. Euh, donc tu vas continuer sur ta lancée, hein, je suppose, un direct par mois, une table ronde par mois, c'est ça? Deux directs par mois, un direct moi-même et une table ronde par mois. Après, je ne m'interdis pas C'est ça. de faire des interviews débats, comme j'ai dit, mais il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de programme, de schéma. Ça va être un petit peu suivant l'envie et la sensibilité. Et je n'ai pas envie de faire des débats avec des intervenants si c'est juste pour qu'on se frite. Ça m'intéresse pas. Et je n'ai pas envie non plus de débattre. Enfin, je n'ai pas envie de faire une interview. C'est-à-dire, je n'ai pas envie d'inviter quelqu'un pour parler 3 heures chez moi. Sinon, je vais aller sur d'autres web TV qui le font très très bien. Ouais. Moi, j'ai envie, voilà, d'emmener un contradicteur, si on peut dire, compétent dans son domaine, si on peut, et de discuter avec lui, de voir si on est d'accord, pas d'accord, pourquoi, qu'on puisse échanger de façon un petit peu constructive, tout simplement. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Voilà, c'est ça, en bonne entente, comme mes lives, c'est-à-dire c'est un peu familial, on discute, on échange, on partage, quoi. Et à quand les enquêtes terrain? Alors, les enquêtes terrain sont prévues à partir de cet été. Tu vois, J'ai prévu d'aller sur Glosel, Glosel et quelques sites en France pour le futur livre, en l'occurrence. Voilà. Bon, en tout cas, Ludovic, voilà, merci d'être passé ce soir. J'espère que vous serez donc nombreux jeudi prochain pour l'enregistrement de ce direct, pour ce direct. Nous, malheureusement, on se connectera peut-être après notre enregistrement, parce qu'on enregistre le jeudi soir. On viendra te faire un petit coucou. Et puis, tu repasses quand tu veux. Eh ben, ce sera avec grand plaisir. Merci à vous deux. Bonne fin d'émission et à très bientôt. Et continue comme ça, Ludo. Ciao, à bientôt. Allez, salut. Ciao, ciao. Alors, nous allons recevoir, pour finir cette dernière partie de soirée, Monsieur Marc Gray. Bonsoir Marc. Bonsoir tout le monde. Alors Marc, tu es ici ce soir parce que nous sommes au début du mois de février et que la semaine prochaine, tu organises ton prochain dîner OVNI. Voilà, le 18 février. Avec quel invité? Avec, je vous le donne en mille, le grand retour à Rouen de David Bouquet. D'accord. Bon, on en parlera donc dans quelques minutes. Mais avant ça, moi je voulais revenir sur l'émission que tu as tournée cette semaine sur le projet Camelot, où tu as eu Brian Foster. Forster, ouais. C'est ça. Ah, alors c'est qui cet homme-là? Eh bien, c'est un archéologue qui est né au Minnesota, qui a vécu qui a grandi au Canada, qui a toujours été fasciné par les anciennes civilisations, les Amérindiens, etc. Et il a emménagé à Hawaï dans les années 95 et donc a participé à des courses a été assistant manager pour la fameuse course du catamaran des ancêtres. Je ne sais pas si tu connais. C'est un projet qui a duré 2 ans. C'est c'est un canoë à voile à Hawaï. C'était très connu. Ça s'appelait le Mohokiha Opiilani. Ah, mais oui, ça oui. Oui, bah oui, le Moho qui a et puis Marsupilami, c'est une régate hawaïenne. Exactement. Ouais, exactement, une régate hawaïenne. Et donc lui, voilà, il a participé à ça. C'était le manager assistant de ce projet pendant 2 ans. Mais quel rapport avec l'ufologie? Attends, on n'est pas en ufologie là. Ce monsieur est anthropologue et archéologue. Donc D'accord. voilà, il n'est pas ufologue du tout. Il a fait 22 bouquins déjà jusque-là. Il se spécialise, après avoir emménagé au Pérou il y a pas mal d'années, sur la culture inca, l'étude de la culture inca, sur l'histoire des Incas, etc. Donc c'est un explorateur, un archéologue, anthropologue, etc. Donc il étudie les anciennes civilisations, les anciennes structures archéologiques. Il se spécialise dans l'archéologie interdite. Les crânes allongés, ça l'intéresse. Il était partenaire avec Lloyd Pike du Star Child Project. Il est plus des nôtres. Lloyd Pike, c'est celui qui avait
le crâne de l'enfant des étoiles là, qu'on lui avait donné, analysé, qui serait en fait constitué d'émail dentaire. Et donc, je les avais reçus tous les deux il y a quelques années, donc en 2011, avec un autre explorateur, Jerry Witz, à distance, sur Skype du Pérou. Et c'était très intéressant. D'accord. Donc, il a analysé l'ADN des crânes allongés humains de la civilisation, l'ancienne culture de Paracas péruvienne. D'accord. Et qu'est-ce qu'il en a trouvé? L'épisode de anciens aliens, enfin de Alien Theory en français, on a traduit comme ça. Il est sur beaucoup d'épisodes, donc il est très connu sur cette série télé-là. Voilà. Donc il fait des tournées aussi guidées avec d'autres archéologues comme Graham Hancock, comme Christopher Dunn, que vous connaissez peut-être, spécialisé lui sur la centrale d'énergie de Gizeh. Le docteur Robert Schloss, un géologue, expert en Égypte ancienne, Hugh Newman du site Megalittomania, et puis d'autres, Stephen Meller, etc. Donc il est avec des gens très très connus. Il a participé aussi à une série américaine qui s'appelle Unsealed, vous avez peut-être vu, et aussi The Watchers. C'est aussi une autre série. Et c'est devenu une autorité en matière de recherche mégalithique sur les structures mégalithiques d'Amérique du Sud et sur les crânes allongés, donc de toute origine, mais spécialisés dans la région de Paracas au Pérou et à Cusco. Voilà. Alors, ce qu'il m'a dit en gros hier, il m'a dit plein de choses, parce qu'on a parlé d'énormément de choses. De ses dernières trouvailles. Là, il attend un résultat ADN sur le crâne d'un bébé, d'un nouveau-né, donc au crâne allongé, au Pérou. Donc, il m'a aussi parlé de trouvailles aux quatre coins du monde. Il t'a dit combien ça coûtait, des analyses ADN? Non, il m'a pas dit, mais ça se calcule, je crois, ça se chiffre en décimales de moins qu'il y a 2-3 ans, quoi. C'est devenu très très abordable par rapport à avant. Et qu'est-ce qui se passe au Pérou? Pourquoi on trouve plein de trucs au Pérou en ce moment là? Parce que y a beaucoup de fouilles qui sont faites, il y a peut-être beaucoup d'inondations qui font remonter à la surface plein de choses, et puis lui il va gratter aux quatre coins du Pérou également, donc lui il est sur place, il fait des recherches, on lui signale qu'il y a quelque chose sur place, un crâne allongé ou quelque chose à analyser, et lui il y va en fait. Donc voilà. Et ça fait des années qu'il est là-bas, il était curateur du musée de Cusco. Et ce qui est, comme il me le dit souvent en off et puis à l'antenne, les choses les plus passionnantes dans les musées, c'est ce qui n'est pas montré officiellement, c'est dans les coulisses du musée, quoi. Oui, c'est ce que disait Patrice Marty quand il allait quand il fait ses voyages pareil au Pérou, ça se passe dans les sous-sols, dans les parties intéressantes. Lui aussi au Pérou? Oui. Donc ça fait Marty, ça fait Brian Forster, ça fait Thierry Jamin, ils sont tous au Pérou. Ouais, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui se passent au Pérou. C'est des lieux énergétiques très 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 costauds. Bah, tu sais, entre la porte, la fameuse porte soi-disant interdimensionnelle d'ailleurs, on en a parlé, je lui ai posé la question hier, de Aramumuru, là, près du lac Titicaca. Les villages engloutis, il y a une petite ville au fond du lac Titicaca, t'as le Machu Picchu, t'as le Pumapunku, là, les fameuses pierres ciselées, taillées au millimètre près. On ne peut même pas mettre un cheveu humain entre les pierres. Donc c'était tellement taillé à la perfection, comme dans certains autres endroits aussi. Et tu as énormément de sites. Tu as la fameuse ville des Incas aussi. C'est la civilisation Inca. Tout le monde est à la recherche des vestiges de cette civilisation. Donc cette fameuse cité d'or des Incas, Paititi et autres. Donc ça fait rêver beaucoup d'explorateurs et aussi beaucoup de mercenaires du trésor enfoui. Okay. Ils ne sont pas tous intéressés pour repérer les traces de nos ancêtres, comme Brian Forster, qui lui est pas là-bas pour l'or. Donc, alors, qu'est-ce que tu as appris du coup pendant ton entretien? Qu'est-ce que j'ai appris? Écoute, je rappelle que cet entretien est en anglais. Donc voilà, si vous voulez le voir, c'est sur la chaîne de Marc, dans la rubrique Projet Camelot. Mais pour les anglophobes... t'es allergique à l'anglais, toi? Ouais, un petit peu. Qu'est-ce que
Qu'est-ce que tu as retenu que tu pourrais partager avec nous? En gros, mais ce que j'ai appris, en gros, c'est que Jérôme Maury avait raison sur l'utilisation de l'eau sur les sites mégalithiques et dans les pyramides. À l'époque, ça pouvait servir à plein de choses, reprogrammer les fréquences, les harmoniques de la Terre au niveau fréquence avec l'eau qui rentrait dans cette forme pyramidale et cette onde de forme qui reprogrammait les fréquences pour la guérison, pour le bien-être, pour harmoniser le quotidien, donc autour des pyramides, etc. Donc c'est des grands diffuseurs d'énergie quelque part. J'en ai appris sur le déluge, donc il y a 12-13 000 ans. Il y a des traces de déluge aux quatre coins du monde. Il y a eu un énorme déluge. Oui, c'est pas. L'eau est montée pour lui, l'Atlantide, la civilisation atlante, les vestiges qu'on retrouve, ils sont pas au fond des mers. C'est simplement la mer qui a monté de 100 mètres. Ce sont les océans qui ont monté de 100 mètres. Donc, on recouvert toutes ces terres qui appartenaient aux Atlantes, que nous, on retrouve sous l'eau après, maintenant. Donc, voilà certaines choses que j'ai apprises. Après, il y a eu d'autres trucs sur les crânes allongés, des crânes allongés qui ne sont pas forcément extraterrestres, mais qui sont, en tout cas, qui appartenaient à beaucoup dans des tombes de nobles, de royauté, de familles nobles, etc. Donc, qui laissent à penser que les dirigeants du passé avaient des crânes allongés. Et qu'est-ce qu'ils pensent de ces pierres, tu sais, alors je ne sais plus de quelle couleur c'est ça, où tu retrouves d'ailleurs des personnages avec des crânes allongés, où tu retrouves des femmes qui offrent leur enfant comme ça aux dieux qui ont des crânes allongés, sachant que par exemple Rock Soccer, dont on a parlé la dernière fois, dit que tout ça ce sont des objets qui ont été fabriqués il n'y a pas très longtemps, et puis pour pouvoir alimenter le tourisme. Qu'est-ce qu'il en pense, lui? Bah écoute, non, parce que lui, il est sur place et il examine les choses et il les date en plus au carbone 14. De la pierre, tu peux pas la dater. Alors, il date les crânes, en tout cas, les crânes. Il date. Bah, je sais pas si on peut pas on peut pas la dater, la pierre. C'est sûr. Non. Non. Non, c'est sûr. En fait, quand les pierres, elles sont datées par rapport aux objets qu'ils vont trouver à côté. Tu vois. D'accord, donc c'est les objets qu'il arrive à dater, alors, autour de ces crânes allongés, dans les tombes, etc. Ça va être les objets, ouais. Alors, ça varie vraiment. Non, c'est vrai que c'est pas si vieux que ça, ces crânes allongés. Hein. Je dirais que moi, c'est entre 600 et 800 ans, je crois qu'il m'a dit. C'est pas si vieux que ça. Pas si vieux que ça, ces crânes. Donc, ce qui laisserait à penser que cette civilisation au crâne allongé... nous a donc, depuis tout le temps qu'il est là-bas, il a jamais pu faire une analyse ADN de ces crânes allongés? Si, justement, si. Il y en a eu une. Alors, je ne sais plus ce qu'il m'avait dit. Les derniers sont en cours d'analyse, et ceux d'avant. Alors, les résultats, c'était quoi déjà? Mais ce qu'il avait l'air de te dire, c'est que c'était d'origine humaine. C'était pas... D'origine humaine, mais pas de la région des autochtones, quoi. C'est tout à fait différent des autochtones. Ils ont des cheveux qui ont été retrouvés qui étaient roux, de couleur rousse, c'était plutôt des crânes d'humains à peau blanche, assez grands. Ils faisaient 1m80 minimum, 1m85 plus. Oui, assez grand, surtout pour l'époque où les gens étaient plutôt petits. La taille moyenne, c'était plutôt 1m60. Apparemment, ça serait une civilisation qui serait venue d'Europe. Plutôt indo-européenne, quoi. Donc ça, c'était pour ton interview de cette semaine, voilà, pour nous donner un petit aperçu pour les personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer dans la langue de Shakespeare. Maintenant, revenons à ton dîner ovni de la semaine prochaine. Donc, tu as quelqu'un que tu avais déjà reçu et qui revient, c'est ça? C'est le grand retour de David Bouquet, effectivement, pour un deuxième volet sur les outils et moyens pour sortir de l'hypnose dans laquelle on est. C'est la suite. Voilà. Il a appelé ça l'éveil et l'ufologie vers une conscience universelle intergalactique. Donc, je rappelle que David est bioénergéticien, psychologue, un praticien de la biorésonance Rayonex, c'est une méthode allemande de Paul Schmitt. Il est diplômé en psychosociologie clinique, etc., de l'université de Jussieu à Paris,
spécialisation en thérapie brève, PNL, hypnose ericksonienne, intelligence émotionnelle, etc. Donc lui, il est au service d'une thérapie psycho-énergétique globale. Il est très ouvert sur tout ce qui est exocivilisation, ésotérisme, etc., les écoles des mystères et toutes les thérapies psycho-énergétiques globales au service d'une approche orientée vers les causes, c'est-à-dire qui s'intéresse aux causes de l'information qui a causé la pathologie. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'il va aborder les thèmes suivants avec nous. D'ailleurs, il nous a envoyé un questionnaire. Je recommande à tout le monde de le regarder, ou en tout cas d'y réfléchir. Ça fait réfléchir chacun. Hein. On peut le retrouver sur ton site? Sur mon site, ouais, sur le site sur la page du dîner OVNI, du rendez-vous de l'éveil. Vous verrez, ça vous fait réfléchir sur notre condition. Alors dedans, il y a des questions sur les thèmes qu'il va aborder. Donc, je vais vous citer. Vous et la prison de votre mental, la libération de vos peurs, vous et la matrice, vous et la réalité OVNI, vous et la conscience, vous et la restauration de notre planète conscience, énergie libre et conscience libre. Voilà. Donc, le thème, c'est en intégrant la réalité de l'intervention extraterrestre dans la question « Qui sommes-nous ?», on se retrouve face à cette mémoire dont il reste encore le parfum, malgré la mécanique inhumaine d'asservissement planifié, celui de la puissance de notre transformation, de retrouver par des outils, des moyens, une base métaphysique. Et une base métaphysique, notre être spirituel faisant une expérience dans la matière. En fait, on est des êtres spirituels qui faisons une expérience dans la matière, ça on le sait, si on est intéressé à autre chose que simplement la 3D matérielle et les 5 sens. Alors, cette conférence, elle aura pour but de créer des passerelles entre différentes approches pour reprendre possession de notre verticalité de créateur digne et puissant. Donc, ancrage du cœur et du corps, approche métaphysique, médecin intérieur, solution individuelle et collective. Donc, voilà, pour lui, le point de départ métaphysique, c'est qu'on n'est ni homme, ni femme, ni vieux, ni jeune. Nous sommes conscience. Donc, en enlevant les voiles là où se joue la manipulation humaine qui nous en sépare, on peut agir en dehors des lois de la matrice qui brisent et déforment la perception humaine, l'identité personnelle, la pensée et l'émotion. Seule notre propre expérience a une valeur. Seule aura une valeur ce qui montrera d'un niveau plus profond, plus total et plus certain à une valeur. Donc, pour lui, on est dans un état d'hypnose en gros, permanent. Et il faut que ce soit inacceptable, intolérable de se sentir que le sommeil est si fort que nous ne pouvons plus être vigilants. On est en état de sommeil permanent. Et l'humanité dans sa globalité est devenue si humiliée qu'elle confond le mot conscience avec cet état de sommeil. Donc voilà, lui, il se base sur, par exemple, une citation dans les Védas, de l'hindouisme, qui dit que ceux qui sont vigilants ont déjà la vie éternelle. Et ceux qui ne sont pas vigilants sont déjà morts. Donc on ne peut pas rester le même et changer. Pourquoi dès le départ se limiter? Donc voilà, c'est une espèce d'atelier numéro 2, tu vois, avec les gens sur place qui auront reçu aussi le questionnaire, qui peut les faire réfléchir et interagir avec tout le monde, quoi. Donc ça serait vraiment super intéressant. Je le recommande vivement, parce qu'il propose des solutions, au moins, ce David. Tu vois, c'est pas seulement dénoncer, et après, à la fin, 2 minutes de solutions. C'est des solutions tout le long, tout en identifiant les soucis, les problèmes, pourquoi on est sous hypnose, en sommeil, on n'est pas vigilant, et on est endormi, hein, complètement endormi, quoi. Et donc, comment on se réveille? Il veut nous servir de réveil matin, en fait, permanent. Ok. Donc ça se passe le lundi 18 février à partir de 19h à Rouen, au restaurant L'Étrier. Donc pour ceux qui veulent participer, vous allez sur la page de Marc, freedomufo.com, pour pouvoir vous inscrire, vous le contacter, parce qu'il faut précommander, je rappelle, le menu du soir. Voilà, à Sotteville-les-Rouen, donc à 10 minutes du centre-ville de Rouen. Hein. Voilà. Alors, dernier petit point, Marc, tu enregistrais ce soir, hein, comme nous, un atelier sur CTVM TV avec Mohamed sur les énergies. Ça parlait de quoi en 2 mots pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion et qui voudraient acheter le cours par vidéo?
Bah, écoute, on a été très éclectique. On a vraiment abordé l'énergie sous toutes ses formes. C'est-à-dire qu'on a été dans le très concret 3D. On a donné des solutions totalement matérielles pour rendre sa maison autonome au niveau énergétique du réseau EDF. On a discuté, on a proposé des bilans énergétiques, des clés de libération, en tout cas au niveau énergétique, en analysant le chantage que propose EDF pour l'électricité, le chauffage, l'eau, la mobilité, les moyens de déplacement, etc., de propulsion. On a parlé donc de tous les moyens possibles et imaginables pour accéder à une autonomie énergétique propre. Hein. Donc on a parlé des énergies de chauffage et eau chaude, de l'eau, de l'électricité, des rejets, de la fiscalité, on a parlé de la nourriture, comment devenir autonome là-dessus. On a parlé des différents paramètres et des méthodes, alors que ce soit l'énergie solaire, thermique, poêle à bois, éolien vertical, géothermique, le solaire. On a parlé vraiment de tout. Comment vivre, construire une maison sans être dépendant du réseau EDF, être déconnecté du réseau EDF. On a parlé des paramètres aussi qui pourraient rendre ta maison efficiente au niveau autonomie énergétique, le rayonnement, la qualité de la structure de l'enveloppe de la maison, le ressenti du confort, l'air ambiant, le mur, les revêtements, enfin tout, sur tous les plans. Hein. Et évidemment, on a parlé de plein d'énergies libres. Tesla, Schauberger, Hutchinson, l'Orgone, les moteurs surunitaires, les moteurs électriques, les moteurs à eau, on a parlé des moteurs à aimant, air comprimé, hydrogène, les ions, antigravitation. On a parlé de l'antigravitation pas mal. La MHD, on n'a pas trop évoqué. La fusion froide, un tout petit peu. La technologie à énergie dirigée, je l'ai un petit peu évoqué. L'alchimie, un petit peu. Les black programs, on les a évoqués. Et on a même parlé de l'akasha, le prana. Pas trop le prana d'ailleurs. Le voyage dans le temps, la téléportation, parce que tout est lié en fait. On a parlé des programmes secrets et des technologies qui nous cachent et auxquelles on devrait avoir accès, nous, et non pas une certaine élite qui veut s'enfuir de la planète. Donc, on a vraiment fait le tour complet de ce qui nous... Il a présenté une facture, EDF par exemple, en décortiquant chaque charge et taxe qui est appliquée à tout le monde, c'est-à-dire que même si tu consommes pas tant, tu payes pourtant, et puis les bilans énergétiques aussi, on a parlé de ça. En fait, on a dénoncé l'arnaque d'EDF, hein, carrément, quoi, de payer pour vivre, pour se chauffer, pour se déplacer, pour boire de l'eau, etc. On a donné plein de solutions, donc plein de solutions d'autonomie énergétique. Voilà. Ok. Parce que cette énergie, on a fait le lien dès le début, tu vois, parce que c'est un premier volet, ça, l'indépendance énergétique, parce que c'est très important, sur les différentes chaînes d'asservissement des gardiens de la matrice vis-à-vis de nous. En fait, on a parlé du parallèle entre notre énergie naturelle vitale, à la source, et la dépendance énergétique artificielle qui est imposée par les faux maîtres dans la matrice, quoi, dans la 3D. Donc on a fait le lien, le parallèle avec ça, en disant qu'on n'avait pas besoin de cette énergie artificielle qui est un racket hein, depuis le début. Hein. On a parlé du nucléaire, et puis des moteurs à essence et autres. D'ailleurs, Sylvano, tu as peut-être un avis, toi, sur, par exemple, sur le fameux compteur Linky. Est-ce que c'est un sujet que tu as abordé? Oui, il y a plein de sujets sur Linky, mais surtout sur le groupe de rock, hein, il y a beaucoup de sujets sur le compteur Linky. Personnellement, je ne me suis pas du tout intéressé, pour être honnête. On a parlé du compteur Linky, effectivement. On a parlé du chantage au compteur Linky. On a parlé des manœuvres d'intimidation, de peur, si jamais vous n'acceptez pas, etc. On a dit que c'était complètement une arnaque. Ce qui est marrant concernant le compteur Linky, c'est que effectivement, il y a 12 milliards d'articles dessus. Par contre, quand presque maintenant toutes les mesures d'eau sont faites par radiofréquence, hein, parce qu'avant il y avait un type qui venait toquer chez toi pour prendre ton compteur d'eau. Maintenant c'est par radiofréquence aussi. Et là, j'ai jamais vu un seul article dessus. Donc, rien savoir pourquoi Linky ça a fait ce buzz et le compteur à eau n'en a fait aucun. Un peu comme avant où je luttais contre les vaccins et que personne ne s'occupait des vaccins. Puis tout d'un coup, il y a eu
Roselyne Bachelot, le vaccin contre la grippe A, et tout le monde s'est mis à taper sur les vaccins. J'ai jamais compris pourquoi encore aujourd'hui. Mais Roselyne s'est recyclée depuis, après nous avoir arnaqué d'1 milliard, et puis avoir recyclé aussi ses vaccins H1N1 dans les vaccins contre la grippe l'année d'après. Pour les écouler. Donc voilà. Peu de gens sont au courant et veulent l'admettre, d'ailleurs. C'est un petit peu comme la déclassification des documents de la NSA et CIA. La CIA. Projet Stargate. Moi, j'ai fait un atelier avec Mohamed, justement, sur la vision à distance, la télékinésie, etc. J'ai fait deux exposés là-dessus. Je suis sûr que personne va venir me voir pour dire je m'excuse de t'avoir traité de conspirationniste, de complotiste, qui disait que des conneries. Maintenant, c'est officialisé, déclassifié par la CIA. Le projet Stargate a vraiment existé. Tu vois, personne ne va s'excuser et venir me dire mais c'est pas des conneries ce que tu as raconté. Tous les crétins qui traitaient de fous et de demeurer, on va plus les entendre là pendant 2-3 jours. Non, mais ça va durer que 2-3 jours, je te rassure, ils vont trouver autre chose. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis, il ne faut pas attendre 50 ans qu'un organisme officiel vous dise que quelque chose existe si on a toutes les preuves des témoins qui étaient dans les programmes. Donc c'est ça le ridicule des moutons, c'est qu'ils attendent que ça vienne du papa, l'État qui est le plus grand arnaqueur, racketteur, mafieux, maître chanteur qui existe. Je veux dire, il n'est pas là pour nous protéger, il est là pour nous bouffer de l'énergie. Et ce qui est dingue dans la CIA, c'est qu'il déclassifie 12 millions de pages. T'imagines, 12 millions de pages. Il n'y a pas un journaliste blaireau qui se viendrait à l'idée en dire mais attends, mais c'est quoi ces 12 millions de pages qui déclassifient sur rien? Tout d'un coup, il déclassifie 12 millions de pages. Comme ça, allez, coucou les gars, on va déclassifier 12 millions de pages. Non mais attends. Mais 12 millions de pages avec des gros marqueurs quand même, pour les caviarder. Parce que là ça y va le caviardage. C'est Stanton Friedman qui disait que des fois, il prenait des pages, il y avait plus de stabilo noir que de blanc qui restait sur la plage. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu des secrets de Polichinelle, parce que des fois, tu peux même lire à travers le caviardage, quoi, le nom des mecs. Ouais, c'est le gros foutage de gueule et tout le monde s'en fout. Mais tout est comme ça. Ce qui les intéresse, c'est l'affaire Pénélope en ce moment. Ah oui. Pénélope. Ok, Marc. Ok, ça c'était pour la partie sur CTVM, sur l'atelier que tu as fait cette semaine. Je sais que tu es aussi en enregistrement demain avec Monsieur Franck Athème. Ça sera des émissions qui seront visibles quand? Alors là, si tu me poses une colle, je ne sais pas. C'est une nouvelle chaîne qui va être créée, donc qui est en création. Donc je ne sais pas du tout. Je demanderai d'ailleurs demain. Donc je te tiendrai au courant, tu auras le scoop. Tu es partout, Marc. Cool. C'est génial. C'est génial, c'est un peu trop même. C'est un peu trop. Je crois que je vais ralentir un petit peu, lever le pied pour pouvoir faire d'autres choses plus Donne-nous des nouvelles de ton livre. Où en est ton livre? De quel livre parle-t-on? Si au moins on pouvait me laisser une petite semaine sans ne rien faire et travailler sur mon livre, mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais dès que ça part, il suffit du déclic et ça va y aller. Je vous promets quelque chose dans les mois qui viennent. Et au fait, Antoine, il en est où notre jeu? Alors dès qu'on nous laisse 2 petites semaines. Parce que là, ça urge. Hein. Ce jeu, c'est la solution pour la matrice. Pour s'exercer à comprendre et à utiliser des solutions contre des cartes événements. Ouais. Ce jeu de la matrice. En tout cas, pour Noël 2017, ça, vous l'aurez. C'est sûr. Oh punaise, c'est noté, c'est enregistré, c'est in the boîte. Yes, c'est tout à fait ça. Ok, Mister Marc. Bon, écoute, on a fait encore un beau tour d'horizon de tes activités. Donc, d'autres émissions en vue dans pas très longtemps. Tu as à peu près un enregistrement par semaine. Nous, on te retrouvera sur la chaîne Miasme TV dès le 1er mars pour la première émission que l'on a enregistrée pour on va dire les abonnés Tipeee, donc avec Mister Pam que vous allez découvrir, Marc et Silvano, et puis on enregistrera d'ailleurs la deuxième à peu près aux alentours du 1er mars pour une diffusion au 1er avril. Ça sera un poisson? Ça serait un poisson. Vous savez quoi?
Fallait que ça sorte, et puis ça sera le mot de la fin de cette émission. Merci d'avoir été présent jusqu'au bout. C'était Monsieur Margaret, Monsieur Silvano Trotta, et on remercie Stéphanie Del Regno d'être venue, Arcana, Ludovic, pour sa chaîne. Et puis je vous dis à la semaine prochaine avec un nouveau chroniqueur qui nous viendra spécialement du Canada. Bonjour Dino, voilà, c'est pour la semaine prochaine. Ciao, ciao.